Salut les apprentis rôlistes, on se retrouve pour ce nouveau retour de campagne. Le mois dernier on avait parlé de ma première expérience en tant que joueur. Cette fois-ci nous allons parler de ma première expérience en tant que maître de jeu. Je vous l'avais dit la dernière fois, à mon école d'ingénieur on avait eu énormément de personnes qui s'étaient motivées d'un seul coup pour jouer à Donjons et Dragons. Et les personnes déjà à l'aise pour narrer les histoires, pour être maître de jeu, étaient trop peu nombreuses. Donc pendant les vacances de février, nous sommes toujours et encore en 2016, pendant les vacances d'hiver, les maîtres de jeu ont proposé un petit atelier de formation pour aider un petit peu sur comment monter une histoire, comment organiser les combats, comment tenir les initiatives, etc. Choisir les monstres aussi en fonction du terrain, du niveau des joueurs, de leur aisance ou pas sur les combats. Voilà. Et de son choix de niveau de sadisme personnel aussi, parce que faut pas déconner, on n'est pas toujours forcément ultra gentil avec les joueurs à leur faire des combats qui sont gagnés d'avance, parce que ça peut être frustrant aussi d'avoir une campagne trop simple. Mais leur mettre une tarasque à chaque coin de rue, c'est pas non plus une bonne idée. La tarasque étant l'une des créatures les plus intuables de tout l'univers de Donjons et Dragons. Voilà, donc un petit peu sur comment équilibrer tout ça. Et bah, on faisait donc des campagnes de vacances à vacances. Et bah, après les vacances d'hiver, du coup, je me suis retrouvé avec ma propre table. Avec pas trop de joueurs, histoire de ne pas avoir trop de personnes à gérer d'un coup. Et je me suis retrouvé avec deux très bons amis et un autre que je connaissais bien de ma promotion. Et du coup, bah, on a fait une petite histoire comme ça, un petit peu entre nous, où j'avais assez peu de joueurs. C'était pas mal d'avoir pas trop de monde parce que j'avais du mal à donner la parole à tout le monde, on va dire. Et déjà là, j'avais deux joueurs qui étaient très interactifs et un troisième qui était énormément en retrait. Donc j'essayais de le pousser un petit peu à faire des actions, mais c'était pas toujours évident. Bref, plaçons un petit peu le contexte. J'avais pas trop meublé mon royaume, j'ai justifié ça par la suite en fait, qu'il y avait eu une catastrophe, donc le royaume, pratiquement toute forme de vie avait été supprimée dessus et c'était en cours de repeuplement humanoïde. Euh, et donc au centre, il y avait une montagne un petit peu solitaire, au sommet de laquelle il y avait un puits, PUY, donc un cratère volcanique inactif. Et là-dessus, il y avait une petite bourgade humaine qui était en développement et qui avait subi des assauts gobelins. Donc arrivent nos héros, les joueurs, qui ont été d'un héroïsme fantastique. C'est-à-dire, on avait un. Bon, pour les intégrer quand même déjà un petit peu, on avait un paladin humain, un demi-orc barbare et un gnome roublard. Donc déjà, on se retrouve avec un paladin qui généralement est loyal, voire loyal bon. On se retrouve avec un barbare qui est donc par définition chaotique. Déjà là, ça va pas trop bien. Le paladin qui est plutôt bon, le barbare assez aussi, et le roublard dans le lot qui a des tendances un petit peu mauvaises et chaotiques. Voilà, niveau des alignements, c'était pas. Ils s'entendaient pas forcément toujours, leurs personnages. Les joueurs, ça allait, il n'y avait pas de souci. Donc ils arrivent dans cette petite bourgade. On leur explique rapidement, on est au sud, faut aller au nord-ouest parce que c'est de là-bas que viennent les gobelins quand ils nous attaquent. Ils décident de faire le tour par l'extérieur du puits en partant à l'est. Donc bon, ils arrivent devant un petit ruisseau, mais ça je vous l'avais expliqué sur l'épisode 0, j'avais pas donné toutes les descriptions parce que pour moi il fallait aussi que eux observent un petit peu leur environnement, donc ils me posent des questions là-dessus, ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont passé une bonne demi-heure bloqués devant un petit ruisseau qu'ils pouvaient traverser à pied. Et après, là, on entre dans les vrais moments où ça a donné tout de suite le ton de la campagne, c'est-à-dire complètement débile. On avait des personnages qui n'avaient rien d'héroïque. Les actions, quand elles pouvaient être fantastiques, elles étaient généralement ridicules tellement ça s'était fait de manière imprévisible.
Et donc là, par exemple, ils passent à côté d'une caverne, ils sentent un petit peu une présence, ils rentrent dedans, ils tombent contre un premier ogre qui leur met un petit peu des dommages, mais qui finissent par achever. Et là, il y a sa femelle qui arrive, fâchée et tout, qui les charge. Le barbare qui s'est fait laver, le paladin qui va essayer de le soutenir, le roublard était déjà en train de se barrer, donc le paladin il se fait laver, et le roublard va au village demander à des PNJ de venir l'aider. Ils arrivent et en fait, le barbare et le paladin avaient déjà mis pratiquement tout ce qu'il fallait comme dommage sur le Grèce. Et du coup, les paysans ont sauvé les héros qu'ils avaient engagés, avec juste un ou deux coups de fourche. Donc ça commençait pas très fort. La sorcière du village qui les soigne, qui les remet un petit peu sur pied. Le lendemain, ils décident de faire le tour dans l'autre sens. Ils passent à côté de mines, ils disent «Oh, bah si on allait explorer ça», alors qu'ils avaient une quête déjà en cours, qui s'était déjà fait pourrir une première fois quand ils s'en étaient un petit peu détournés. Donc là, ils rentrent, ils tombent contre quelques kobolds, donc c'est des petites créatures encore plus faiblardes que les gobelins. Donc en général, c'est plus fait pour permettre un petit peu aux jeunes joueurs de gagner en expérience et de pouvoir monter en niveau de puissance. Et bon, les kobolds ça va. Et il y a deux chauves-souris sanguinaires qui leur arrivent dessus. Et en fait, les chauves-souris leur faisaient pas tellement de dommages. C'était pas très élevé. Juste de quoi les fatiguer un petit peu petit à petit. Mais par contre, vu que c'est des monstres volants, ils ont vite une grande classe d'armure. Ce qu'on appelle une classe d'armure, c'est ce qui va permettre en fait de ne... Ça devient difficile de placer des dommages sur une créature quand elle a une belle classe d'armure. Il faut réussir des jets pour le toucher, que ce soit à cause d'une armure vraiment physique ou de capacité à esquiver les coups. Et du coup là c'est surtout l'esquive parce que des créatures volantes peuvent facilement esquiver un coup de hache, d'épée, etc. Euh, donc là il fallait pratiquement qu'ils fassent un critique pour pouvoir toucher les créatures à chaque fois. Donc, voilà, c'était bien la galère pour eux. Ils ont fini par battre en retrait et les chauves-souris n'aimant pas la lumière du soleil, vu qu'il faisait jour, ne les ont pas suivis en extérieur. Mais bon, ils sont déjà tous un petit peu, pas ensanglantés, mais ils étaient plus très frais. Ils retournent voir la sorcière pour se refaire soigner. Voilà, donc ça c'est vraiment le niveau d'héroïsme dès le début de la campagne et qui s'en est ressenti tout du long après. Parce que voilà, la troisième journée, si je dis pas de bêtises, ils sont allés pratiquement en ligne droite, ou alors ils sont passés devant les mines sans y rentrer. Ils arrivent, ils voient le campement, ils arrivent à tuer pratiquement tout le groupe de gobelins qui étaient autour d'un feu de camp, quelques-uns qui s'enfuient, ils retournent grands vainqueurs au village pour signaler leur victoire, etc. Et en fait, bah non, c'était juste une petite avant-garde finalement. Et du coup, eux avaient annoncé leur victoire au village, qui était un peu dubitatif, mais qui a dit ok, bravo. Il reste dormir sur place, et la nuit même, le moulin se fait piller, sachant que le meunier était l'un de ceux qui leur avaient pas fait confiance, il les a un peu traités de tous les noms. Et du coup, ben, le lendemain, ils y sont retournés, vu qu'ils savaient où c'était. Et là, ils en voient un petit peu plus, mais surtout, une fois qu'ils ont réussi un petit peu à vaincre les adversaires, en plus il y avait un petit peu des wargs, c'est des espèces de gros loups. On en voit notamment dans la trilogie de films Le Hobbit. Donc voilà, les wargs servent généralement de monture pour les gobelins, là je crois que c'était pour les orques chez Tolkien. Euh, Bref, donc ils avaient tué quelques wargs, donc le barbare a rien trouvé de plus intéressant à la fin du combat que de les dépecer pour pouvoir commencer un commerce de peau de warg, parce que les héros sont pas toujours forcément cohérents. Euh, voilà, donc ils s'étaient lancés là-dedans pour rajouter un petit peu de n'importe quoi à cette campagne. Et ils pistent un petit peu les gobelins qui avaient réussi à s'échapper. Et là, ils voient une entrée dans la montagne, ils suivent un tunnel et en fait il s'avère que l'intérieur de la montagne euh, cachait une civilisation gobeline au grand complet. Donc retour en panique au village pour expliquer la situation, mettre en place un petit peu des remparts à la va-vite pour pouvoir se protéger, et ils ont bien fait parce que la nuit suivante, les gobelins attaquaient.
Et là, on voit la grosse différence de puissance entre des humains et des gobelins. Les gobelins ont pour eux généralement le nombre, mais dès qu'on commence un petit peu à leur mettre des dommages en zone, où voilà, il y a moyen de faire des choses qui deviennent vite complètement débiles, notamment le barbare qui avait déjà débloqué la succession d'enchaînements, qui fait que tant qu'il achève un ennemi, il peut réattaquer dans le même tour. Les tours durent en général à peu près 6 secondes. Et là, en gros, pour les toucher, vu la faible classe d'armure des gobelins et les bonus qu'il avait au toucher à cause de sa force, et de sa violence de barbare, en fait, tout simplement, en lançant son D20, s'il faisait, je crois, au moins 3, il touchait. Et un, généralement, ça donnait un échec. Il lui arrivait plusieurs fois de se mettre des coups de hache dans le pied, par exemple. Mais il y a un round où il n'a pas échoué. Et du coup, je crois qu'il a tué quelque chose comme 12 ou 13 gobelins. Et après, il a été obligé de s'arrêter parce qu'il n'y avait plus personne à porter. Donc il n'avait pas le temps de marcher jusqu'à l'adversaire suivant. Donc voilà, ça c'est complètement ridicule typiquement parce que en 6 secondes, tuer 13 gobelins, c'est irréaliste quoi. C'est tchac 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 tchac. Voilà. Donc c'était un petit peu particulier comme campagne, je crois que ça a été à peu près leur dernière action, après ils ont encore un petit peu chargé vers la montagne, mais quand ils ont tué le roi des gobelins, son ancien assistant qui faisait plus de la trésorerie, de la gestion, etc., donc qui était quelqu'un d'un peu plus intellectuel, a dit non non mais arrêtez, ça va être un bain de sang, c'est pas le but, est-ce qu'on pourrait pas conclure une trêve, etc. Et suite à ça, il y a eu des échanges bien plus pacifiques entre la civilisation souterraine et la civilisation de surface, donc humains et gobelins qui travaillaient main dans la main sur cette zone-là, ce qui est plutôt rare. Mais il y a eu quelque chose de pratiquement diplomatique qui a été mis en place après un terrible bain de sang. Donc voilà, moi je débutais, au niveau du scénario c'était pas très très poussé, j'avais pas beaucoup de trucs qui étaient à disposition. Et vu qu'on n'était pas encore tout à fait aux vacances de Pâques, j'ai rallongé un petit peu la sauce J'avais prévu un petit peu les zones, donc la caverne pour les ogres par exemple, c'était prévu pour plus tard, quand ils seraient un peu plus puissants. De la même manière, l'entrée des mines, c'était prévu pour faire un petit peu un donjon, que j'avais pas encore eu le temps de trop élaborer. Je l'avais élaboré entre temps, ils y sont entrés, et là, c'était toujours et encore dans le ridicule. Pour le premier étage, qui s'était un petit peu renforcé, ils ont réussi à se débarrasser des chauves-souris assez facilement. Il y avait un peu plus de kobolds, là ils ont réussi à les déboîter. Et en descendant dans les profondeurs, ils sont tombés contre une hydre à 4 têtes, ce qui était un petit peu costaud pour eux, mais vu qu'ils avaient des équipements bonus, notamment des bombes incendiaires, ils auraient pu s'en débarrasser facilement si le barbare avait pas, dès le deuxième round, fait un échec critique où il s'est tranché lui-même une jambe, donc il était hors combat dès le départ. Il a pratiquement fallu une intervention divine pour pouvoir le sauver de là, avec je crois une partie de la mine qui s'est effondrée, donc ils l'ont ressorti de là. Et vu que c'était complètement risible dans l'ensemble et que j'avais le roublard qui interagissait pas trop, j'avais trouvé un petit truc pour le mettre un peu plus sur le devant de la scène, c'est qu'il a été contacté par télépathie par une créature qu'il n'arrivait pas à voir. Qui lui demande un petit peu ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe, etc. Il joue le jeu, donc ça c'était des échanges de petits papiers, ça se fait souvent sur les tables de rôlistes, d'avoir des joueurs qui communiquent directement avec le MJ sans que le reste de la table soit au courant de ce qui se passe. Donc voilà, il y avait des petits papiers, il était contacté télépathiquement, une voix un petit peu sifflante qui lui demandait pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Une créature qui semblait plutôt contente qu'il l'ait débarrassé de l'hydre, parce que c'était un monstre un peu trop gros pour lui, et il s'avère qu'en fait c'était un pseudo-dragon. Donc un petit truc un petit peu plus gros qu'un chat, mais avec un comportement très proche de celui d'un chat. C'est-à-dire qu'il va être assez hautain, assez méfiant en général, et très possessif. Et il s'avère que ce pseudo-dragon a décidé d'adopter le gnome roublard comme animal de compagnie, et comme perchoir aussi. Donc voilà, c'était le début d'un...
d'une relation assez particulière, mais qui me permettait, moi, de temps à autre, non seulement d'aider le roublard à gagner un petit peu plus d'XP, enfin d'expérience, grâce à cet animal de compagnie qui l'aidait un petit peu dans ses combats, etc., mais aussi de le mettre un peu plus en avant, c'est-à-dire plutôt que de forcer en tant que maître de jeu pour dire on n'a pas entendu tel joueur, je pouvais tout simplement faire interagir le pseudo-dragon qui forçait spécifiquement le roublard à faire quelque chose, puisque le pseudo-dragon n'acceptait d'interagir qu'avec son animal de compagnie. Voilà. Donc c'était un petit peu le que j'avais trouvé comme maître de jeu débutant pour pouvoir mieux intégrer un joueur qui était un petit peu plus nettement plus introverti. Voilà. Sur ce, je viens de voir avec le retour que la vidéo fait déjà un peu plus d'un quart d'heure, donc je vais vous laisser et on verra le mois prochain pour discuter de la poursuite de la campagne que j'ai faite en fait, parce que après Pâques, mes joueurs avaient encore envie de jouer avec moi. J'ai eu un autre pote qui s'est joint à nous, je crois même encore un autre une fois qui avait été dispo. Donc voilà, j'ai eu un petit peu des joueurs en plus. Et il y a eu quelques autres aventures tout aussi burlesques avec ces joueurs-là. Vraiment, c'est l'une. J'étais très content de commencer avec cette campagne parce que j'ai très vite pu capter le ton de mes joueurs, adapter le ton de l'histoire par rapport à ça, et on s'est vraiment beaucoup amusé, même si bah, ça se voyait que j'étais débutant au niveau des descriptions, de l'équilibrage des combats, etc. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Salut!